Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo du mois de l'imaginaire et je suis contente parce que j'attends ça toute l'année. C'est un peu mon mois préféré, voilà, pour parler de littérature sur la chaîne. Et pour ce faire, il y aura donc un live ce soir à 18 h où on parlera un petit peu de tout. Il y aura un live avec l'autrice au cours du mois, je vous tiens au courant. On sera aux Imaginales, donc le week-end des Imaginales, c'est le week-end du 14 au 18 il me semble. Si c'est pas ça, je mets ça là. Où voilà, on ne sera sûrement pas dans la tente des auteurs, mais à l'extérieur avec les stands. Et on a hâte de vous voir là-bas parce que c'est un gros événement. C'est la première fois qu'on va faire quelque chose d'aussi gros qui a nécessité autant de financement aussi, on va se cacher. Mais j'ai hâte parce que c'est quand même pour nous un honneur de pouvoir participer aussitôt dans la création de l'entreprise des Trois Normes. Pourquoi je vais vous parler de fantasy notamment et d'imaginaire pendant tout ce mois. Pourquoi Freya a décidé de jouer avec sa bouboule maintenant, je ne sais pas. Mon chat, est-ce que c'est une bonne idée, tu penses ? Ouais, la cohabitation, c'est nouveau pour nous deux, on va dire. Donc ce mois de l'imaginaire, c'est un mois qui est consacré aux littératures de l'imaginaire, et notamment ce sont les médias qui mettent ça en avant, alors autant les éditeurs qu'aussi les médias traditionnels comme la télévision ou internet. La télévision a tendance à diffuser des films, des séries en lien avec l'imaginaire. Faut savoir que l'imaginaire en France est totalement sous-représenté dans les médias. C'est un genre qui n'est pas très bien vu et donc il y a très peu d'articles de presse. Et surtout, il y a quand même eu pendant des années une relation un petit peu compliquée. Je vous laisse voir les premières chroniques qu'il y a eu faites par Le Monde et Le Point sur le Seigneur des Anneaux. Mais c'est croustillant. Et j'avais envie de contribuer à mon échelle parce que la chaîne YouTube fait partie d'un tout petit média, voilà, pour parler de ça. Mais c'est un peu ma came, donc autant en parler. Et j'ai hâte de vous présenter un peu tout ce que je vais vous montrer. Il y aura des lectures, des thématiques et notamment une lecture où je pense que vous avez hâte que je vous en parle parce que on me dit souvent pourquoi tu n'as pas encore lu cet auteur, mais je ne dirai rien. Alors de quoi on va causer aujourd'hui? On va causer de 6 éditeurs dont j'avais envie de vous parler. Alors je vais pas parler de Brajlon, je vais pas parler de La Talente, je vais pas parler de Scrinéo, je vais pas parler de livres de poche, de tous les gros éditeurs de l'imaginaire. Non, je vais vous parler des éditeurs qui sont un petit peu moins connus, avec des livres, voilà, avec certains livres dont je vais vous parler, que je présente pas forcément tout le temps. J'ai dû faire une sélection, il y a d'autres éditeurs, il y a Fleuve par exemple qui publie quand même beaucoup d'imaginaire, notamment avec la collection Outre Fleuve, dont moi je vois pas beaucoup de livres qui sont présentés sur YouTube. Il y a plein d'autres maisons d'édition, mais je vais vous présenter celles qui me sont tombées sous la main. Et la première est celle que je pense la plus connue du grand public, mais c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Alors je vous présente pas les livres que je vais vous présenter au cours du mois, je vais vous présenter ce que je les ai toujours pas lus, voilà, pour tout vous dire. Mais j'ai envie de vous présenter en fait un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai reçu le tome 4, donc il faut que je lise le tome 2 et 3 d'ici là, mais qui a été quand même une sacrée découverte, notamment de la plume de l'auteur que j'avais adoré à l'époque. Donc je vous présente Les Moutons Électriques. Alors Les Moutons Électriques, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans les genres de l'imaginaire, alors ils publient un peu de tout dans les genres de l'imaginaire, qui est une maison d'édition indépendante, qui fait partie du groupe des Indés de l'imaginaire en France. Il publie des auteurs français d'imaginaire et ça c'est hyper cool. Et j'avais envie de vous présenter la petite pépite qu'il y a chez Les Moutons Électriques. Il y a eu plein de belles choses pour la rentrée, mais je voulais vous présenter Manèche. Alors ce livre je l'ai eu en occasion il y a quelques années, ça se voit parce qu'il a un petit peu souffert. C'est une édition en plus qui est en hardback. Donc voilà, avec le petit mouton des Moutons Électriques. Manèche, c'est une histoire que j'avais adorée, notamment par la plume, mais une histoire que je pense pas qu'il peut correspondre à tout le monde, dans le sens que c'est une écriture qui est assez lente, posée, très belle, où l'action n'est pas centrale dans le récit. C'est un récit vraiment de contemplation, et ce qui en fait quand même un voyage presque initiatique déjà du personnage, mais un voyage dans l'écriture et dans la façon dont c'est raconté, et l'histoire, la mythologie autour. À la mode du Nom du Vent, si on peut les rapprocher un peu dans ce style-là. On suit un bateau rempli d'hommes envoyés pour une mission, on va dire, ils sont là pour quelque chose, je vous dis pas pourquoi, et ils vont repêcher plutôt un homme à la mer, et cet homme va leur raconter son histoire, et une histoire plutôt palpitante d'un jeune garçon, donc on le suit dès sa naissance, où il va lui arriver énormément de choses. C'est un enfant qui est spécial notamment par sa filiation, il y a toute une recherche du père dans le récit, et on va suivre de plus en plus comment il en est arrivé là, et là dans ce premier récit, on suit beaucoup lui, son enfance, jusqu'à son adolescence, ses premiers émois et ses premières trahisons, plein de choses différentes. C'est un récit, alors que j'ai lu il y a quand même un peu de temps, mais qui m'avait marqué énormément par la plume. Stéphane Plateau a une façon de décrire les choses de manière assez poétique, belle. Les mots sont bien pesés, sont bien choisis. Le deuxième point,
C'est un récit, alors malgré le fait qu'il peut paraître froid à certains moments parce qu'il y a de la distance quand même avec les personnages et que c'est un univers où il y a des choses assez terribles qui se passent, c'est un récit où j'ai adoré la mythologie en place. Je vais pas vous dire quel genre de mythologie il y a, mais c'est très original. La manière dont sont traités les dieux et les déités dans le récit est très crédible et très réaliste d'une certaine manière, et ça m'a beaucoup plu. On est face à un jeune garçon qui va essayer de chercher ses origines, qui va essayer de grandir dans un pays où il se sent un peu exclu. Il y a des choses qui sont assez sombres, il y a plein de... un bestiaire satisfaisant quand on aime un peu ce genre de bestiaire, et surtout quand on aime un peu l'imaginaire, parce que pour le coup c'est creusé, c'est approfondi, c'est intéressant, c'est riche, et Manèche voilà, repose un peu sur ces deux points. Faut juste savoir que c'est un récit qui prend son temps, qui porte les personnages quand même avec distance, et qui est assez contemplatif, notamment par cette jeunesse, et qui a envie, en donne envie, parce qu'en fait on a toute l'histoire de cet jeune homme et on va envie de savoir ce que ça va donner, notamment avec ce bateau qui a une mission pour quelque part. Et moi j'avais hâte de lire le tome 2, j'ai jamais eu l'occasion, j'ai jamais pensé acheter le tome 2, enfin, ça c'est ma vie quoi, mais pour le coup c'est quand même une super découverte. Pour le coup c'est un auteur belge, voilà, pas un auteur français, et c'est un voyage que je vous recommande vraiment. C'est pour moi un des meilleurs livres, du moins c'est une des meilleures plumes française autour des récits de l'imaginaire que j'ai pu lire, et c'est un sacré voyage que je vous conseille. Et les moutons électriques, de toute manière ils sont là, mais j'aurais pu vous parler du récit du demi-loup que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu que les 2 premiers tomes, mais c'est un récit qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Une maison de l'imaginaire que vous connaissez peut-être sûrement parce que c'est une des plus connues du fait de son statut des indés de l'imaginaire, qui a un statut, en fait on regroupe plusieurs maisons d'édition de l'imaginaire pour en fait un peu se soutenir, notamment je crois au niveau de la diffusion, distribution, ça les aide quand même. Donc voilà, c'est cool qu'on ait quand même des maisons d'édition quand même d'importance en imaginaire, et les moutons électriques en sont la preuve. Je vais vous parler de maisons d'édition qui sont un petit peu moins importantes, et je vais vous parler, dans l'ordre que je les pioche, d'un livre que j'ai lu il y a très très longtemps. Quand je vous dis très très longtemps, ça remonte à une décennie. Donc vous allez m'excuser sur le pitch de l'histoire, j'ai surtout un avis sur mes sentiments de lecture de l'époque. Il s'agit donc de Bank Green de Thierry Dirouleau chez Le Bélial. Et ça a été un livre qui m'avait assez marqué, parce que je crois que c'est pas le premier livre de dark fantasy que j'ai lu, parce que moi j'ai commencé à lire de la dark fantasy quand j'avais 12 ans et demi, donc voilà, mais c'est le premier livre de dark fantasy qui m'a fait sentir ce côté dark, gothique, un peu sombre. J'ai été très marquée par la noirceur du récit, dans le sens que c'était très violent, et l'esthétique de l'écriture, notamment l'esthétique visuelle qui était renvoyée par le livre, donnait un petit peu un sentiment de malaise et tout. On suit Mordred. Mordred c'est un varanier, et donc il annonce la mort. C'est une sorte de faucheuse, voilà, c'est une comparaison, hein, mais c'est une sorte de faucheuse. Il connaît la mort de chacun, c'est un peu aussi celui qui apporte la mort d'une certaine manière. Il est immortel, et on voit en fait la réflexion d'un immortel sur la mortalité et sur la guerre, le combat, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe vis-à-vis de ça, et notamment en lien avec ces créatures. La couverture était assez épique à l'époque, mais elle représente bien l'univers, je trouve. Ce que j'avais ressenti, ces créatures et ce sang et ces combats, et surtout ces lentes réflexions du personnage sur en fait des sujets qui sont hyper sombres. C'est peut-être mon côté Édouard Cullen adolescent torturé, mais j'avais trouvé ça hyper sombre, et j'avais beaucoup aimé la manière dont était racontée l'histoire, voilà, ce côté un peu poétique autour des sujets sensibles comme la mort et l'immortalité. Et pour le coup c'est vraiment la réflexion d'un vieux loup solitaire qui apporte la mort et qui voit peut-être la sienne arriver. Et voilà, je vous le conseille. Alors je ne crois plus qu'il est édité, je ne sais plus vraiment si le Bélial l'édite encore, je pense aussi, parce que ça a quand même été une maison d'édition qui avait sa petite cote quand même en imaginaire. Et voilà, ça a été une très très bonne découverte à l'époque, et ça a été pour moi une rencontre littéraire. La façon dont c'était raconté, la façon dont moi j'avais été impressionnée par la profondeur des sujets. Je devais avoir 17-18 ans quand je l'ai lu, donc ça commence à remonter, mais j'avais été plutôt charmée par cet esprit noirceur, et pour le coup cet esprit un petit peu philosophique
que j'avais pu voir un peu à travers le texte. Donc voilà, le Bélial est aussi, je pense, quelque chose à découvrir en soi, et moi je suis assez tentée pour découvrir aussi d'autres œuvres, il faudra simplement que je m'y planche plus, mais c'est pas des livres que je trouve moi dans ma librairie, donc faut vraiment que j'aille voir sur leur site internet le catalogue pour pouvoir les commander, mais ça a été une plutôt belle découverte à l'époque. Chez Le Bélial, il y a une collection qui est plutôt connue, voilà, je vous ai montré aussi celui-ci, donc 24 vues du Mont Fuji, par Yoko Sai, par Roger Zelazny, et donc là c'est vraiment leur collection 1 heure lumière, donc c'est des petits formats, et pour le coup là c'était, on va dire, plusieurs points de vue sur le Mont Fuji avec plusieurs histoires différentes, et voilà, c'était juste pour vous mettre ça, qui était très bien aussi, mais pour le coup ces collections là sont peut-être plus visuelles, du moins c'est celles que j'ai plus vues en commerce quand ensuite, alors ceux-ci vous les avez déjà vus sur la chaîne, c'est je crois la première maison d'édition vraiment d'imaginaire après Brajlon, ou en même temps que le Brajlon, qui m'a fait confiance au niveau des chroniques. Je parle donc des Forges de Vulcain, aux Forges de Vulcain, donc j'ai lu pas mal de récits d'eux, j'aime beaucoup cette maison d'édition. Ils publient un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle William Morris, qui est vraiment une des inspirations de Tolkien, et qui est voilà, un mec qui ne faisait pas qu'écrire, voilà, qui a fait de la tapisserie, il a fait 36 choses, philosophe, bref, il a fait plein de trucs ce mec, et donc ils ont publié des bons récits comme Thomas Spock, qui était une réécriture de la légende arthurienne via le personnage du Terre Pendragon, et là je vous présente un peu le dernier que j'ai lu, qui est Le sang de la cité, la capitale du sud, de Guillaume Chamanadjian, qui est donc un cycle qui est un peu particulier, c'est La Tour de la Garde, c'est une série qui va être écrite à 4 mains, donc il y a ce tome-ci qui a été écrit par lui, il y a un autre tome qui va être écrit par un autre personnage, et je crois que ça va rouler comme ça. C'est un récit qui a eu quand même pas mal de publicité, alors j'étais pas forcément d'accord avec toutes les critiques qui avaient été données, parce qu'en fait il y a eu beaucoup de remous autour de ce livre, c'était très sympa, mais pour ma part c'est pas un livre que je pourrais comparer à des livres comme Le Nom du Vent ou ce genre de pépites au niveau de la fantaisie étrangère, mais c'est un récit que j'avais qualifié de fantaisie bien française, baguette fromage et le beurre salé en accompagnement, c'est-à-dire que c'est un récit qui sent beaucoup le sud de la France, voilà, dans cette... moi j'ai beaucoup senti ça. Je suis un personnage qui travaille pour un membre très important d'une des nombreuses familles de cette ville, et lui il est surtout coursier, mais il fait surtout plein de choses parce que voilà, il fait des choses à côté, et suite à un coup d'éclat il va hériter d'un livre particulier qui explique un peu la naissance de la ville, et bizarrement il va avoir des liens entre les deux, et on va le suivre, et notamment dans toutes ses aventures. C'est un livre qui est très français dans le sens que ça parle beaucoup du commerce du vin par exemple, c'est des petites touches comme ça qui font que le Made in France on apprécie, et c'est vrai que c'est un livre qui est un bon lancement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le tome 2 pour un peu plus ouvrir l'univers. J'avais juste trouvé la scène de fin très inspirée de Game of Thrones, d'un passage très connu de Game of Thrones, et pour le coup il y a des personnages que j'ai beaucoup aimés, notamment sa sœur, parce que le personnage principal doit gérer une sœur qui est psychiatriquement très dangereuse, c'est-à-dire qu'elle a des tentatives de meurtre, voilà, elle essaye de tuer beaucoup des gens qu'elle connaît. Il y a des histoires qui sont très tragiques, il y a aussi un espèce de côté fantasy magique qui se développe dans un monde qui est quand même assez réaliste et qui te rappellera forcément des petits clins d'œil que t'aimes précis dans notre culture française, et pour le coup c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé, voilà, ça me rappelle Marseille, ce genre de choses, tu vois, un petit peu ça, et pour le coup c'était vraiment très intéressant. Après, à voir la suite parce que je crois que ça se passe pas dans la même cité, et j'ai hâte en fait de voir un peu ce roman à 4 mains, il y en a pas beaucoup en France, et pour le coup Aux Forges de Vulcain c'est une bonne maison d'édition, ils proposent un catalogue qui est assez varié avec des choses qui vont autant aller des textes anciens, voilà, des anciens auteurs qu'on publie comme William Morris, qui a beaucoup d'importance dans la fantasy, on a tendance à l'éclipser, que des nouveaux auteurs qui ont vraiment voilà, beaucoup de talent, et j'espère qu'ils par la suite évolueront et pourront devenir les nouvelles voix de la fantasy française, et ça c'est super cool. C'est des livres qui sont sympas parce qu'en plus ils ont l'ancienne manière avec les jaquettes et tout. Bref, moi j'aime beaucoup parce que c'est des livres qu'on ne fait plus beaucoup parce que ça coûte assez cher à produire. Le livre est de bonne qualité et j'ai hâte de voir, ça a été une plutôt bonne introduction, et ça a plutôt fait beaucoup de vent dans la presse, donc je suis contente que ce genre de livre ait pu avoir aussi un public à voir dans la presse, dans les articles et tout, comme ça bah, ça diffuse un peu l'imaginaire, et si ce genre de livre est lu par des gens qui n'ont pas trop l'habitude, ça donne quand même une bonne entrée dans le genre, donc pour le coup c'était vraiment très sympa. J'aime beaucoup la charte graphique aussi de ces tomes qui est très sympa.
les Forges pour vous parler d'une maison d'édition, alors pour le coup qui est quand même assez connue pour les amateurs. Alors elle est assez particulière parce qu'elle publie plutôt de l'imaginaire, comment dire, c'est un autre type d'imaginaire, c'est-à-dire moi je trouve ça un peu plus adolescent pour ce que j'ai lu, j'ai pas lu grand chose, mais pour le coup je la trouve vraiment de bonne qualité et j'aime beaucoup de cette série et voilà, j'ai hâte que le tome 3 sorte, il est peut-être sorti, je me suis pas tenue au courant. Maison d'édition qui a lancé des auteurs voilà, qui sont connus maintenant en imaginaire, c'est là où Georgia Caldera a été publiée pour la première fois, c'est là où elle a eu le prix Merlin qui l'a poussée à être rachetée par un autre éditeur et donc à connaître le succès qu'elle connaît actuellement. Mais donc Le Souffle de Midas, c'est écrit par Alison Germain qui est donc Lily Bookin sur YouTube, qui ne fait plus beaucoup de vidéos sur YouTube, mais qui à une époque, voilà, moi quand j'ai commencé à regarder Booktube il y a fort longtemps maintenant, plus d'une dizaine d'années, c'est une des youtubeuses que je regardais le plus parce que j'aimais beaucoup ses avis, et donc Le Souffle de Midas, ce que j'ai aimé dans ce récit, alors c'est clairement inspiré des Makela Lane, de la Beat Lit, de l'Urban Fantasy, c'est totalement différent de ce que j'ai pu vous présenter avant, mais pour le coup c'est un récit que j'aime beaucoup pour sa mythologie, parce qu'elle prend le contrepoids de traiter de la mythologie gréco-romaine, ce qu'on ne voit pas beaucoup en imaginaire. On va suivre donc Louise. Alors Louise, elle a une vie pépère, c'est une jeune fille plutôt discrète, et un jour lorsqu'elle rentre du taf, du genre elle est posée hein, la fille, il y a une meuf qui lui tombe dessus et qui lui souffle dans le visage et qui lui transmet le souffle qui est un don, et notamment Midas, vous faites le lien, un rapport avec l'or. Et donc Louise va être bouleversée et emmenée dans un univers qu'elle ne connaît pas, voilà, où on voit qu'il y a beaucoup de gens de la mythologie qui vivent à un endroit très précis de la planète. Et elle va être accompagnée de Angus qui va l'aider un peu à survivre parce qu'on lui veut un peu la peau. Voilà, pour le coup Le Souffle de Midas, alors c'est un récit, c'est écrit très simplement, ça se lit très bien, c'est voilà, c'est très inspiré quand on aime la Beat Lit comme moi, ça me rappelle mon adolescence et j'aime beaucoup ça, voilà, mais moi j'ai beaucoup aimé notamment dans le tome 2 le traitement en fait de l'univers, notamment le personnage de la Pity que j'adore dans le récit. Il y a plein de recherches, même parfois très pointilleuses hein, sur certains points de la mythologie, de l'archéologie, ce genre de choses qui est vraiment très intéressante. Et comme on ne voit pas beaucoup de mythes gréco-romains qui sont traités en fantaisie pure, donc je parle de la magie et ce genre de choses, bah ça fait du bien. Moi je trouve que l'originalité est vraiment bien faite, je trouve que le Chat Noir de toute façon propose des récits assez originaux, donc voilà, avec Georgia Caldera qui a quand même voilà, son récit, le premier donc qui est Les Larmes Rouges, est un Twilight à la sauce gothique, vraiment gothique, qui était assez original à l'époque. Il y a une prise de conscience sur les textes et des choses qui sont originales, qui ne seraient pas forcément publiées dans des maisons d'édition traditionnelles, on va dire grand public, mais pour le coup pour les amateurs d'imaginaire, c'est vraiment une petite maison d'édition indépendante que j'aime beaucoup et que je soutiens énormément parce que ils sont là depuis longtemps sur le marché et ils tiennent la tête droite, et je trouve ça hyper cool, et vraiment Le Souffle de Midas ça a été une très bonne découverte, c'est un très bon premier roman je trouve pour quelqu'un qui s'inspire de la Beat Lit et tout. Alison a fait du bon travail et c'est aussi le coup dans les salons de soutenir ce genre de maison d'édition. Et enfin, alors je vais vous présenter une maison d'édition que j'aime beaucoup. Alors pour le coup, celle-ci, elle publie des romans qui sont très connus, mais peu de gens lisent cette maison d'édition. Pour tout vous dire, quand j'ai commencé à regarder un peu sur Booktube d'autres avis sur les romans que j'avais présentés, il y a très peu de gens qui parlent de ces récits et je trouve ça assez dommage parce que c'est une maison d'édition qui est vraiment très très bien. Donc il s'agit de La Volte, donc je vous ai pris Galeux parce que c'est le préféré que j'ai lu depuis le début, donc de Stephen Graham Jones. La Volte c'est une maison d'édition, alors c'est la maison d'édition qui a publié Damasio et notamment La Horde du Contrevent, donc vous voyez là où ça pèse. C'est une maison d'édition qui prend le parti de publier plutôt des récits d'imaginaire mais littéraires dans le sens, on va dire, avec tout ce que ça implique dans la mouvance Gallimard, c'est-à-dire qu'il y a une richesse du texte, une richesse du vocabulaire, de l'orthographe, et même un récit un peu plus complexe parfois qu'on peut trouver. Il y a une volonté littéraire derrière. Ce n'est pas c'est un livre qui, au-delà du fait qu'il raconte une histoire, il y a vraiment une démarche parfois, on va dire, grammaticale qui est présente. Et donc Galeux, ça avait été une petite classe, j'ai adoré Galeux. Galeux c'est une histoire de loup-garou
pour tout vous dire, mais c'est pas Jacob qui enlève sa chemise, c'est plutôt l'histoire d'un jeune garçon dont le grand-père un peu, pas acariate, mais qui perd un peu la boule, lui raconte le fait qu'il est un loup-garou et tout. Alors le gamin il fait papy a encore fumé, sauf que bah il va se rendre compte que papy n'a pas fumé et il va être confronté voilà à plein de choses. Il vit avec sa tante et son oncle qui sont donc des frères et sœurs, hein. Pour le coup ils sont pas mariés par les liens du sang, ils sont pas mariés, c'est vraiment il a perdu ses parents et il est élevé par cette meute on va dire. Et on va suivre donc son parcours et ce groupe de loups-garous vraiment dans une Amérique qui dénonce la pauvreté. C'est un récit qui arrive à transmettre par son écriture vraiment cette pauvreté, cette saleté, la condition du loup-garou, parce que dans Twilight, voilà, ça enlève sa chemise, ça courtise la belle, mais si t'étais un loup-garou dans les années, alors là je crois que c'est dans les années 80 ou il me semble que c'est dans les années 80 ou même de nos jours, c'est très très dur socialement de rentrer dans le moule. C'est une condition un peu de hobo, tu vois, c'est un peu ça. Et il y a toujours, ils doivent bouger de ville en ville et il y a des thématiques qui sont assez bien retranscrite, notamment vraiment sur cette salissure que j'ai aimé dans le récit, sur ce truc, le réalisme du loup-garou, et ça c'est un truc qu'on n'avait pas vraiment vu, moi que j'avais pas vraiment vu en littérature, et La Volte a vraiment été présente pour ça. J'ai lu aussi Melmoth Furieux, je ne sais pas où je l'ai mis, La Volte est rangée autre part dans ma bibliothèque, qui était une critique un peu du capitalisme de Disney et tout, et qui était beaucoup plus barré. Celui-ci, c'est vraiment, j'ai adoré le texte et je le trouve très compréhensible de tous. La Volte, parfois ça peut être un petit peu difficile de lecture, je tiens à le dire, et vous prévenir si vous aimez bien lire mais que vous vous sentez pas non plus hyper à l'aise avec certains types de textes, avec certains vocabulaires et certaines manières de construire le texte. Voilà, je pense notamment à Luvent par exemple que j'avais lu, qui était assez difficile d'approche, notamment parce qu'il y avait toute une démarche derrière les mots, derrière le texte, derrière la recherche autour des mots. Voilà, c'est des textes qui vont challenger un petit peu le lecteur. Comme j'aurais pu vous parler de Leia qui a publié Erikson, et grâce à Erikson je pense que la maison d'édition va pouvoir se développer, voilà, qui est une maison d'édition aussi importante avec une charte graphique reconnaissable et tout. J'aurais pu vous parler de La Talente, parce que même si je pars du principe que tout le monde connaît La Talente, notamment via Terry Pratchett, c'est une des maisons essentielles de la fantasy et de l'imaginaire, surtout que eux ils publient plutôt de la SF en général, mais c'est un pilier de la fantasy. J'aurais pu vous parler de Memno, j'aurais pu vous parler de plein d'autres éditeurs, j'aurais pu vous parler des Trois Nornes, voilà. C'est qu'on n'oublie pas la famille quand même. Voilà, ne tombe pas Boromir s'il te plaît. Mais j'aurais pu vous parler de tous ces éditeurs importants, mais j'ai fait une petite sélection. Le but vraiment c'est de vous donner des clés, des noms, rien que donner des noms. C'est une vidéo qui m'avait été beaucoup demandée parce qu'il y avait des gens qui étaient perdus. Mais si tu veux sortir du carcan habituel des groupes Hachette, Editis ou Gallimard avec Folio SF et tout, ça te permet un petit peu de sortir un peu de ce carcan-là et découvrir des textes. Alors l'avantage de ces petites maisons d'édition-là, c'est que ce sont des textes qui sont originaux dans le sens qui, bon, doivent être vendables comme beaucoup de maisons d'édition, comme toute maison d'édition, mais qui prennent le parti pris, qui sont pas obligés de répondre à des schémas narratifs qui sont faciles à vendre. Pour le coup, là il y a plus d'originalité, on a tendance à plus tester parce que ces maisons d'édition là, elles sont plutôt orientées pour des lecteurs de fantasy qui ont l'habitude, et notamment des lecteurs qui se sont un petit peu lassés de la fantasy traditionnelle qui sont proposées peut-être par des plus gros éditeurs, et pour le coup il y a des prises de risques, il y a des choses qu'on ne retrouve pas partout, il y a aussi un côté parfois artisanal que j'aime beaucoup, familial, une approche assez beaucoup moins grande et beaucoup plus solidaire. Vous voyez ce genre de choses. C'est des éditions qui, je pense, qu'il faut soutenir. C'est le mois de l'imaginaire, c'est le but aussi de soutenir les éditeurs d'imaginaire et notamment les éditeurs indépendants dans cette crise qui a été conséquente pour tout le monde. Voilà, c'est d'autant plus difficile pour des petits éditeurs qui n'ont pas pu donc forcément vendre en librairie ce qu'ils voulaient. Si la télévision a affirmé que les gens retournaient en librairie, c'est cool. Le fait que la lecture a encore descendu en 2020, on a encore une baisse de lecteurs et de livres achetés en 2020, ce qui fait que ça a un impact aussi, mais c'est un impact surtout ces petits éditeurs, ils fonctionnent énormément en salon. Et les salons, déjà que la reprise est très compliquée, on en parlera potentiellement en live, mais pour avoir parlé avec des éditeurs, des artisans et tout, le Covid a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens, et notamment à ces petits éditeurs, et notamment le fait que les ventes ne sont pas encore, notamment avec les mises en place gouvernementales et plein d'autres choses, c'est compliqué encore en 2021 malgré les salons, parce qu'il y a beaucoup moins de ventes qui sont effectuées, et dans tous les salons que j'ai fait, j'ai
pu noter une déception des gens en fait qui étaient sur les salons au niveau des ventes, malheureusement. Mais bon, ça c'est une autre question, mais l'important et le but de cette vidéo, c'était de vous montrer ces éditeurs, de potentiellement vous dire d'aller sur leur site internet, de vous renseigner en librairie, de commander en librairie ces livres ou de les acheter directement via le site des éditeurs. Voilà, c'est aussi un autre moyen de les soutenir. Le mois de l'imaginaire avait besoin de partir avec des éditeurs qui sont un petit peu moins mis en avant, notamment que je mets moins en avant sur la chaîne, parce que bah, c'est des livres que je reçois peut-être un petit peu moins, ou c'est des livres que moi je vois moins parce que moi je n'ai pas de librairie en fait fantasy à côté de chez moi, et je peux vous dire que quand je suis allée à Lille, la librairie des 4 chemins, là pour le coup c'est le paradis sur terre, mais c'est rare en fait en France, et moi je vais être dans l'optique et je vais essayer de plus en plus d'acheter chez ces petits éditeurs. Alors continuer d'acheter chez les grands parce que moi j'aime beaucoup ce que publient les grands, j'ai des suites de séries et j'aime beaucoup, je reçois les livres de Pocket et Bras Jeunes à ma demande depuis un certain temps, et ça je continuerai à le faire parce que c'est aussi me renseigner sur un peu les effets de mode et ce genre de choses, et les livres qui sont plutôt cool. C'est pas du tout un moyen de vous dire que les grosses maisons publient de la merde, c'est pas du tout ça, c'est juste que ça publie pas la même chose et on donne pas son argent aux mêmes personnes, voilà, on ne donne pas à des gros groupes, donc voilà, c'est assez différent dans l'acte d'achat aussi du livre. Donc voilà, alors cette vidéo, en commentaire, j'aimerais bien que vous me conseilliez des maisons d'édition donc dans l'imaginaire, et notamment peut-être des livres dans l'imaginaire. N'hésitez pas, le but aussi c'est de ce mois-ci, c'est de partager autour de ces littératures dans les commentaires ou via le Discord pour ceux qui sont sur le Discord, ou en live ce soir. Mais voilà, c'était un petit peu pour moi de vous donner les clés de lecture et vous dire maintenant, allez-y les gars, faites-vous plaisir. Je suis très contente que ça soit le mois de l'imaginaire, je n'arrête pas de parler, je vais faire des coupes dans cette vidéo tous les 5 minutes. Et c'est cool, c'est motivant quoi, c'est motivant et je me dis ce mois-ci on va le fêter comme il se doit. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc mercredi ça sera un update lecture et dimanche ça sera le book haul où j'ai eu toutes les rentrées littéraires, et le dimanche où je filme, je vais signer à Arras, donc je vais acheter des livres dans la boutique de Arras parce que c'est une boutique spécialisée dans les littératures, l'imaginaire, donc on va se faire plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, notamment auprès de ces éditeurs que je vous ai conseillés, et n'hésitez pas à me dire, vous, les livres de ces éditeurs que vous aimez beaucoup, et on se revoit pour une prochaine vidéo.